Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. 7 ans après la révolution de Jasmin, la population tunisienne descend à nouveau dans les rues pour contester la vie chère et les mesures d'austérité. De son côté, le gouvernement appelle à l'apaisement et à l'union pour éviter les tensions. Une messe pour une sortie de crise politique en République démocratique du Congo. Les leaders religieux passent par le biais de célébrations pour revendiquer le départ du président Joseph Kabila, mais aussi pour rendre hommage aux victimes de la marche du 31 décembre. Et puis au Sénégal, la photographe Inama Kossi a trouvé une méthode inédite afin de sensibiliser la population à l'insalubrité. L'artiste expose ses œuvres dans des espaces délabrés et éveille ainsi la conscience des citoyens. Mais tout d'abord, en Libye, ils sont déjà plus de 2 millions d'électeurs inscrits sur les listes pour les prochaines élections présidentielles et législatives prévues avant le 30 septembre 2018. Des inscriptions records où les femmes représentent 41% des inscrits. Les inscriptions auront lieu jusqu'au 6 février 2018 et du côté des Libyens de l'étranger, celles-ci débuteront le 1er février grâce à un système d'inscription électronique. En Tunisie, le président de la République, Béji Caïd Essebsi, appelle à l'apaisement suite aux importantes manifestations qui ont eu lieu dans tout le pays. Face aux protestations contre la cherté de la vie et les mesures d'austérité, le chef de l'État promet de nouvelles réformes en faveur des plus démunis. Aïssatou Diamanka, Besland. En Tunisie, 7 ans après la révolution, le pouvoir opte pour l'apaisement. 14 janvier 2011, 14 janvier 2018, 7 ans que la contestation sociale qui avait enflammé le pays naissait à travers une grogne sociale. Une contestation qui avait provoqué la destitution du président Zine El Abidine Ben Ali. Ce fut ainsi l'avènement de la révolution du Jasmin. Aujourd'hui, jour d'anniversaire de la révolution, le pays fait face à une crainte d'une nouvelle révolution. En effet, depuis ce lundi 8 janvier, les Tunisiens en colère ont repris le chemin des manifestations. Bilan, 70 policiers blessés lors des heurts, près de 800 personnes arrêtées et un manifestant qui a perdu la vie lors des échauffourées. Pour apaiser les contestations, le président Béji Caïd Essebsi promet des mesures sociales. Le climat social et le climat politique ne sont pas bons en Tunisie. La situation reste positive, nous sommes capables de maîtriser les problèmes. Le président tunisien souhaite en outre réunir autour d'une même table les partis de la coalition au gouvernement, la centrale syndicale et le patronat pour trouver une issue de sortie de la crise qui prévaut dans le pays depuis près d'une semaine. On sait que depuis quelques semaines déjà, la colère gronde en Tunisie. Tous les ingrédients sont rassemblés pour créer la même révolte il y a 7 ans. Cette date est d'autant plus symbolique qu'aujourd'hui elle correspond à l'annonce du président de prendre des mesures très claires pour répondre aux revendications du peuple qui sont des revendications avant tout du pain. C'est une étincelle qui peut se propager et devenir un incendie. Donc je crois que le président a compris toute la mesure de cette contestation. A rappelé que l'adoption de la loi de finances 2018 tant décriée et qui impose une austérité aux Tunisiens a mis le feu aux poudres. Le gouvernement prévoit d'augmenter les allocations sociales, revoir le plan logement, instaurer une couverture maladie universelle ou encore un minimum retraite. L'alternance politique, toujours au cœur des préoccupations en République démocratique du Congo et même au sein de l'Église. Une messe a été célébrée ce vendredi 12 janvier à la cathédrale de Kinshasa pour revendiquer le départ du président Kabila qui était initialement prévu pour décembre 2016. Un hommage a également été rendu aux 6 victimes de la marche organisée le 31 décembre dernier. Le point avec Adjidatou Badawi. Chants d'adoration et prières ont meublé la célébration eucharistique ce vendredi 12 janvier 2018 à la cathédrale Notre-Dame du Congo à Kinshasa. La présence de nombreux fidèles à cette célébration a laissé entrevoir la détermination de l'Église à obtenir une alternance politique en République démocratique du Congo. La rencontre a été l'occasion pour les religieux d'émettre des intentions favorables au repos des âmes des 6 victimes de la marche du 31 décembre. Mais elle a été surtout le moment approprié pour critiquer l'administration du président Joseph Kabila. Si nous avons perdu un frère, une sœur, nous avons gagné des héros, des vrais, parce qu'ils ont mêlé leur sang à celui de tous ceux qui sont morts pour l'alternance au pouvoir, gage de la démocratie.
La célébration eucharistique a connu la présence des représentants de l'Union européenne, des États-Unis, des ambassadeurs des pays occidentaux, ainsi que les leaders de l'opposition, Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe. Au-delà de la messe, les activistes du mouvement citoyen Filimbi en ont profité pour revendiquer à travers des pancartes la libération d'un de leurs leaders récemment arrêté. Les accords de Saint-Sylvestre du 31 décembre 2016 est la preuve palpable que l'Église catholique est capable d'influencer ou influence ou même la vie politique en RDC. Donc aujourd'hui, le pouvoir en place de Joseph Désiré Kabila a une opposition forte qui est l'Église catholique, puisqu'elle est structurée, elle est partout, là où même l'État est parti, l'Église est restée. L'Église catholique est aujourd'hui le moteur ou alors dit la figure de proue de toute l'opposition congolaise. Elle arrive donc à mobiliser, comme on l'a vu le 31 décembre, et les appels de l'Église catholique sont suivis. Ce que l'opposition ou la société civile n'arrive pas à faire aujourd'hui. En attendant l'alternance politique en République démocratique du Congo, les fidèles affirment poursuivre la bataille avec leur chapelet. Notons que la célébration à la cathédrale Notre-Dame du Congo ne s'est pas déroulée sans heurts. Des gaz lacrymogènes ont été tirés par la police pour disperser les fidèles. Selon la police, 2 blessés légers ont été enregistrés. La chute du baril du pétrole a eu un impact important sur l'économie gabonaise. Pour y faire face, le gouvernement mise sur un plan de relance économique soutenu par des bailleurs de fonds internationaux, dont le FMI et la Banque mondiale. Un plan qui définit les mesures qui permettront au Gabon d'être un pays émergent à l'horizon 2025. Chérif Ousmane Bardounka. Au Gabon, la stratégie de réalisation du projet de société L'avenir en confiance, proposée en août 2009 par le président Ali Bongo et formalisée dans le plan stratégique Gabon émergent, est en marche. Même si elle a connu un ralentissement en raison de la chute du prix du baril de pétrole, l'État gabonais est résolu à atteindre l'émergence en 2025. Le gouvernement a mis en œuvre un plan de relance économique avec le soutien des bailleurs de fonds internationaux dont le FMI et la Banque mondiale pour renforcer et surtout diversifier son économie. Et pour y arriver, on mise ici sur une synergie d'action entre les pouvoirs publics et les investisseurs privés. Une grande partie du plan stratégique Gabon émergent est orientée vers l'attractivité du pays et donc la capacité à attirer des investissements directs étrangers. C'est la capacité à avoir des partenaires internationaux qui ont un effet catalytique dans le pays, qui ont une capacité d'emmener un secteur et d'en être un champion et le transformer, comme nous l'avons vu dans le secteur de l'agro-industrie au Gabon, comme on l'a vu dans le secteur des infrastructures pour la compétitivité logistique et transport. Le Gabon a quand même réussi à faire un port en PPP. Généralement, vous regardez tous les modèles en Afrique, c'est souvent financement souverain de l'État, garantie souveraine de l'État, de l'endettement public. Donc aujourd'hui, c'est vraiment d'aller vers ce système-là. Le Gabon s'est engagé dans un processus de diversification de son économie, ce qui permettra de limiter la dépendance du pays vis-à-vis des fluctuations des prix de ses exportations, tout en générant de nouvelles opportunités de création de richesses. Dans cette optique, l'agro-industrie s'avère être une nouvelle niche d'emploi des jeunes, un secteur qui attire déjà de nombreux investisseurs, à l'instar de la marocaine de thé et infusion, qui envisage nouer des partenariats avec des industries gabonaises pour la valorisation et la transformation de la citronnelle au Gabon. Aujourd'hui, le Gabon est extrêmement intéressant pour nous dans la mesure où en fait fait partie de la zone CEMAC et le Gabon en fait est une porte d'entrée pour en fait les marchés de la sous-région qui vont pouvoir aussi nous permettre de nous développer et de bénéficier effectivement de crédits d'impôt, de droits de douane à taux zéro puisqu'on reste dans la zone CEMAC. Effectivement, je pense que pour le Maroc, le Gabon est vraiment essentiel pour pouvoir être dans la zone CEMAC. Le gouvernement gabonais vient de mettre sur pied un plan triennal de relance de l'économie en tenant compte du contexte socio-économique. Ce plan vise à terme à générer, grâce à une réforme de l'État et à une plus grande implication du secteur privé, une croissance véritable, équitable et durable. Il s'agit, in fine, de transformer l'économie gabonaise, l'adopter aux exigences actuelles et améliorer ainsi le bien-être des Gabonais. La lutte contre l'insalubrité est un sujet d'actualité au Sénégal et chaque citoyen s'active à sa manière. Pour la photographe Ina Makossi, la solution repose dans la surprise. En effet, l'artiste a décidé d'afficher ses œuvres dans des lieux insalubres afin de susciter la curiosité des passants et d'ainsi les sensibiliser au fléau. Découverte avec notre correspondant Eladji Ndiaye. Ina Makossi, de son vrai nom Ina Ndeye Fatou Thiam, est une photographe sénégalaise qui utilise son art pour encourager les gens à changer leur façon d'interagir avec la terre et aussi leur comportement avec la nature.
Au moment où certains photographes cherchent des endroits chics pour poser leurs mannequins, Ina réalise ces clichés de mode dans des lieux couverts de déchets autour de la capitale Dakar. Objectif, encourager la population à nettoyer leur quartier et d'arrêter de déverser les déchets un peu partout. Je me dis que si j'avais pris la poubelle comme ça, toute seule, peut-être que ça n'aurait pas l'impact qu'il faut. Mais le fait d'avoir une personne bien habillée, qui est là, assise tranquillement ou qui rigole, ça suscite beaucoup de questions. Et en même temps, il faut dire que c'est la réalité. Nous, par exemple, une fille qui quitte Guinaw Rail pour passer dans ces ruelles sales là, elle enlève ses belles chaussures pour mettre des tapettes. Après avoir dépassé, elle remet donc on patauge tout le temps dans cette poubelle-là. L'appel de Ina a porté ses fruits puisqu'en 2016, elle avait lancé un projet de photographie dans son quartier, Pikine. Elle a pris des photos de mode avec la banlieue polluée servant de toile de fond, inspirant ainsi la communauté à nettoyer seulement 2 semaines plus tard. Quand je prenais les photos, je me rappelle qu'il y a le fils du chef de quartier qui disait « Ah oui », et des gens du quartier qui disaient « Ah, tu prends des photos ou tu filmes notre quartier pour aller amener ça à la télé ». Donc ils se disaient qu'il ne fallait pas faire une mauvaise promotion de notre quartier. Donc c'est pour ça qu'ils ont nettoyé. L'envers du décor et le concept de ces photos, Ina Makossy conditionnait avec son appareil photo des endroits comme Bobos, la décharge de Dakar ou encore la baie de Han, une plage polluée jonchée de détritus. Avec près de 14 millions d'habitants, le Sénégal produit annuellement plus de 2 millions de tonnes de déchets. Ces déchets ne sont toujours pas recyclés et font partie du décor de certaines rues. Aujourd'hui, Ina, la photographe de 33 ans, appelle la population à un changement de comportement. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.